Ça, très bien. Bienvenue aux États-Unis. Bon retour bientôt chez vous en Afrique. Merci beaucoup. Sinon, le séjour, ça s'est passé comment? Bon, relativement bien. C'est à l'arrivée, c'était un peu fatigant. De façon cumulative, ça fait 15h30 de vol. C'est pas évident, mon âge. Hein. Yeah. On a la joie d'avoir rencontré les enfants. Bon, ça m'a redonné un peu plus de tonus. Et bon, aujourd'hui, nous sommes le 22, n'est-ce pas? Le 21. Le 21, ça fait exactement 2 semaines. J'ai encore une semaine à passer ici. Mais, vous voyez, j'ai l'esprit très attaché au village. Hein, donc, je reviens le village le dimanche prochain. Vous pouvez sortir le villageois de son village, mais pas le village du villageois. Pas le village du villageois. Hein. Bon, c'est beau ici, mais tu sais, bon, c'est un peu abstrait. Hein, c'est un peu abstrait, mais c'est ce qui m'impressionne quand je me promène. Tout à l'heure, nous étions dans le grand mall, le plus grand mall certainement de Dallas. Galerie. La galerie de Dallas. Bon, c'est la grande question que je disais à madame, avec qui nous étions avec les enfants. Derrière tout ça, quand mon esprit de scientifique me dit, derrière tout ça, il y a des gens qui ont fait des calculs. Des gens qui ont conçu, des gens qui ont exécuté. Et c'est ce génie-là surtout qui m'a marqué durant ce séjour que je fais ici. Mais je reviendrai. Je reviendrai bon, fort de tout ce que j'ai eu acquéri pendant ce séjour-ci pour regarder avec un degré plus élevé. Voilà, je reviendrai, ça c'est sûr. Mais dans 7 jours, je rentre au village. Parce que moi, j'ai aussi cette attraction-là au côté, à la vie rurale. Oui. Qu'est-ce qui, dans la vie rurale, tu ne trouves pas en ville? Le naturel. Le naturel. Et bon, pas les gens et les hommes sont les mêmes. Sur tous les cieux. Mais le naturel, les choses vraies. Par exemple, ici, au village, tu te balades, au village, tu peux trouver un avocatier. Un goyavier, un manguier. Ici, paraît-il, pour des raisons politiques et sociales, tous les arbres en centre-ville se ressemblent. Même feuillage. En été comme en hiver, c'est les mêmes choses. Les choses sont tellement uniformisées, les maisons bâties les unes contre les autres, même couleur. À chaque domaine ici, c'est ça. Dit bleu, résidence bleue. Vous voyez, quelque part c'est gris. Quelquefois ça tire sur le marron, tout ça. Bon. Alors que la nature n'est pas faite comme ça. La nature c'est la diversité, vous voyez. Mais bon, comme c'est les États-Unis, c'est le moteur de développement, bon, tout le monde essaie de faire comme eux, mais bon. Je me dis, en Afrique, au village quelque part, you have to have another idea for development. Une autre idée de développement. Pour voir, pour tirer le son des erreurs que ceux qui ont pris cette voie l'ont commise et nous étaient plus proches de la nature. C'est possible. C'est possible. C'est comment dire? Parce que j'apprenais ça quand je venais de tomber ici à la standardisation des codes de construction, ou bien quel que soit le code, n'est-ce pas? Et ma réflexion, j'avais le même problème que ça tue une certaine originalité, une certaine diversité, que ce soit, comment dire, de pensée ou même le génie semble être formaté, n'est-ce pas? Et on donne l'autorisation aux gens c'est des sur-autorisations spéciales quasiment que tu peux tester de nouvelles idées. Alors que, bon, or, au village, le naturel, le spontané a disparu dans la situation occidentale. Je le dis par référence aux États-Unis, et puisque même les Européens, tout le monde, le summum de la situation occidentale, c'est les États-Unis. Et je suis sûr que c'est la même chose comme ça partout. Pas partout. On appelle le vieux continent l'Europe. Mais ce vieux continent se croit trop vieux et veut copier ce qui se fait sur le continent américain. L'exemple standard, c'est les États-Unis. En deuxième position vient le Canada. Voilà. Donc les Européens veulent faire comme les Canadiens, veulent faire comme les Américains. Alors que, je parle de l'histoire, ils ont plus de recul par rapport au développement. Ils pouvaient m'imaginer quelque chose de plus authentique, de plus proche de la nature. Mais bon, puisque tout ce qui paraît beau et attirant, le bling-bling, donc comme ce qui se fait ici. Tel n'est pas mon avis, c'est pourquoi tu dis, je fais référence au village. Non, le truc, peut-être l'expérience que tu n'as pas eue en étant ici, c'est de visiter comment on appelle ce qu'on appelle le country ici,
les plus petites villes, les villages ou bien les propriétés un peu éloignées là. Non mais, voyons ça, je te recadre directement. Ma première venue à Toulon, c'était à Sherman, c'est vrai. À Sherman, où depuis le balcon, on pouvait voir les bottes de blé que les machines roulaient. Et en plein champ de blé, on pouvait voir des puits de pétrole encore en activité. C'est vrai. On pouvait voir, quand on sort un petit peu, on voit des chevaux gambandés. Bon, c'est vrai, mais bon. Mais ce n'est pas la taille humaine. Vous voyez, les ranchs, c'est des domaines immenses. Immenses. Bon, bien que tout ça se soit cadré, mais bon, tu vois, peut-être c'est moi qui le vois avec les Sud-Africains. Bon, pour moi, ça sort de l'ordinaire. Ça sort du naturel, tu vois. Donc, bon, je me dis, s'il faut un développement, selon ma conception, il faut que nous asseyions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes. Un modèle qui nous ressemble plus. Voilà, comme les Chinois l'ont fait. Les Chinois l'ont fait, le communisme, tout le monde crie sur le communisme, mais ils ont redéfini le communisme. Et bon, et maintenant, les Chinois sont en train de acheter le monde entier. Ils ont ajouté un peu de capitalisme. Voilà, quand on sortait hier, j'ai vu une rue dans une banlieue de Dallas, rue Xi Jinping. Ça m'a fait tiquer. Donner le nom d'un président chinois à une rue américaine. À une rue américaine dans une ville qui n'est pas anonyme comme Dallas. Bon, c'est parce que bon, les Chinois ont eu le temps et l'audace et le courage de s'asseoir et dire bon, ce que nous faisons que tous les autres peuples décrits, est-ce qu'on peut le faire autrement? Et ils ont réussi. Aujourd'hui, l'un des pôles attractifs le plus fort, c'est la Chine. C'est la Chine, pour ne pas dire le plus fort, vous voyez. Donc je me dis, des choses comme ça, on peut le faire en Afrique. Au lieu d'être des prêts à consommer, nous sommes des prêts à consommer. Tout ce qui vient d'ailleurs est bon, nous rejetons nous-mêmes notre identité. Bon. C'est tristement triste. A few moments later. Welcome back to Dallas. De retour avec Éclou original, Éclou copie. Donc, ma question tout à l'heure, c'était ta vision de l'avenir pour l'Afrique, s'il y avait un plan de développement par exemple, ce serait un plan qui nous pousse plus vers le naturel ou plus vers la technologie? Non, mais pas bon. Quand on dit l'Afrique globalement, les gens, c'est une fausse image. Bon, quand on dit l'Afrique, des gens pensent par exemple États-Unis, des gens pensent comme si l'Afrique était uniforme. Non, loin de là. Même quand on parle, il faut pas, pour moi, à défaut de faire, de voir très grand, il faut voir petit, mais efficace. C'est-à-dire, par exemple, moi je parle du Togo. En parlant du Togo, j'ai l'idée concentrée sur le sud auquel j'appartiens. Et de façon plus concentrique encore, je pense à Yanovia. Bon, de façon plus concentrée encore, je pense par exemple à mon milieu duquel je suis sorti, à Oteu et à Sadéamé, que je suis sorti. Le développement, c'est de mélanger, de prendre ce qui est bon partout, et essayer d'en faire un mélange qui soit comestible, spirituellement, socialement, moralement, techniquement, voilà, qui soit comestible pour nous, en fonction de nos réalités. Donc, nos réalités. Pas un modèle uniforme pour tout le monde, mais un certain niveau d'hétérogénéité dans le nombre de solutions. Dans les solutions. D'ailleurs, à force de vouloir obliger tout le monde à voir de la même manière, agir de la même manière, on en fait même loi de Dieu. Dieu nous a créés. Tu es mon fils, mais tu es différent de moi, n'est-ce pas? Par la forme, par l'esprit, par tout. Et donc, tu peux essayer de penser à peu près comme moi, pas exactement comme moi. Essayer de faire des choses comme moi, mais tu n'es pas une machine. Tu es d'accord avec moi? Tu n'es pas une machine, donc tu n'es pas une machine, donc vouloir obligatoirement ce que tout se passe comme quelqu'un a déjà fait, bon, c'est une erreur. Même contre les lois de Dieu. Les lois de Dieu. La diversité. Et puis, bon, ça fait que c'est ce qui fait le retard chez nous en Afrique, globalement. D'abord, nous n'arrivons pas à nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes. Et on veut accepter les autres. Mais il n'y a pas d'identité. Cette identité, on ne l'a pas.
j'ai fait référence toujours à la Chine, par exemple, de façon plus lointaine, au Japon et aux Coréens. Yeah. Nous avons été colonisés au même titre que les Coréens. En 1960, si je me réfère à l'histoire, la Côte d'Ivoire, et le Cameroun et la Corée avaient le même PIB. 1960. Aujourd'hui, si on vend ces pays-là multipliés par 10, la Côte d'Ivoire a la capacité de l'acheter. Quand on parle de voiture, celle qui est derrière nous à fond d'écran, Kia, Hyundai et tout ça là, Samsung, pas voiture, Samsung, pas dans de voiture, je ne sais pas, peut-être qu'on le fait bientôt, je ne sais pas. Dans ces pays-là, l'évolution est à tel point que... Bon, ils ont plein de prototypes. Ils ont beaucoup. Donc, ces pays-là ont gagné leur identité. Leur identité, avant, ils ont assumé leur identité. Ils vont s'affronter à la civilisation occidentale. Du coup, ils savent où ils vont. Ben, comme le dit Seydou Badian, l'arbre ne s'élève qu'en enfonçant ses racines dans la terre nourricière. Et nous refusons, nous, je pense, pas parler globalement de l'Afrique. Par exemple, au niveau du Togo, par exemple, on refuse de nous enfoncer dans nos traditions. Quand on parle de tradition, on ne parle pas de l'effet des rites et des pratiques vaudou, tout ça. Non, c'est accepter son identité africain que je suis. Et avec en toile de fond, l'idée que j'ai les mêmes capacités intellectuelles. Je peux atteindre les mêmes objectifs que tout le monde par d'autres voies. Pas forcément en faisant comme les autres. Non, comme je l'ai dit précédemment, en faisant ça, on devient des prêts à consommer. On consomme les idées des autres. Parce que c'est... Je crois que j'avais vu quelqu'un dire qu'on veut développer un modèle de... On veut trouver un modèle de développement en Afrique qui n'est pas basé sur la consommation. N'est-ce pas? Parce que ici, quasiment, le capitalisme est basé sur la consommation. La consommation. Pas? Et il n'y a pas de modèle. Et le capitalisme semble être le modèle qui a permis de sortir beaucoup de personnes de la pauvreté. Est-ce qu'on a l'habitude? Pas est-ce qu'on a l'habilité, parce qu'on a, si on le veut, on peut développer les habilités. Mais est-ce qu'on est le type de peuple qui sait créer les conditions nécessaires? Le mal que la colonisation nous a fait et qu'on n'a pas encore réussi à digérer, c'est de nous dire qu'il y a certains niveaux qu'on ne peut pas atteindre. Certains qu'on ne peut pas faire. Je me rappelle, en 1980, j'étais à la classe terminale. Mon prof de maths que j'aimais bien, M. Montama, je ne sais pas s'il est encore en vie. D'ailleurs, je profite pour tous ceux qui vont sur ce podcast. Je viens de perdre un être très cher à moi. Celui qui a fait de moi pratiquement ce que je suis. Celui qui m'a tenu en classe du CM1 au CM2. À Bouibo Ganablo Léonard. Celui-là, c'est un homme. Celui-là, c'est un homme. Et je lui dois beaucoup. Que son âme repose en paix, je lui dois beaucoup. Parenthèse ouverte et fermée. Monsieur Monta me disait donc, en terminale, nous étions 3 ou 4. Il m'a cité en premier Eklou, Egbekou, Kasseignet. Il a cité aussi quelqu'un d'autre, Gamnego, certainement. Que bon, il sait que nous sommes très forts en maths et en sciences physiques et autres, mais en Afrique, ceux qui réussissent un peu, qui réussissent beaucoup, ceux qui ont choisi les carrières littéraires ou judiciaires, les avocats, tout ça, il a cité Kizerbo, il a cité, comment ça s'appelle, le pot Sédar Senghor. Le jour là, on était au mois d'avril. Le jour là, je lui ai dit, bon, monsieur Montama, vous ne me verrez plus jamais à beaucoup de mathématiques. Parce que vous risquez de me détourner de mes voies. Et je suis sorti, je ne suis plus jamais revenu. Quand j'avais eu le bac, on était à terminale 1, mathématiques coefficient très élevé, je me encore. J'avais réussi à avoir 9 sur 20 en mathématiques, ça m'a empêché d'avoir le bac. Quand il m'a vu, il m'a dit, écoute, tu es rancunier? Je dis non, parce que je sais qui je suis, je sais les objectifs que je vise, je veux les atteindre. Je veux les atteindre, mais après, on est devenus très amis jusqu'à son départ. Pour la France, bien vers d'autres pays africains, je ne sais pas. Mais en disant ça et en regardant ta carrière sur la durée, est-ce que tu crois qu'il avait une part de vérité dans ce qu'il disait? Non, non, je l'ai démenti. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai réussi à avoir mon bac E. À cette époque-là, je pense à Sokolé, nous étions 7. À Lomé, ils étaient 4. Donc, nous étions seulement 11 sur le plan national pour le bac. Et c'est la promotion qui a crevé le plafond. C'était souvent 2, 3, 2, 3. Mais Dieu a voulu que ce moment-là, il y a eu un groupe de jeunes gens très ambitieux. Très ambitieux. Il y a Sid Kasseignet qui est devenu professeur d'université, Aïdam certainement qui a atteint des niveaux élevés,
bon, et beaucoup parmi nous ont quand même atteint des objectifs précis parce que nous croyons en nous. Nous croyons en nous qu'on peut réussir par les sciences. Nous croyons en nous, nous croyons en nous. Et bon, moi je dis, ma carrière, après ma licence, je suis resté enseignant. Bon, mais bon, j'ai quand même enseigné en respectant l'art d'enseigner, la capacité d'enseigner, d'instruire les gens, d'enseigner les sciences aux élèves. Et j'ai eu à former des ingénieurs, des médecins. Hein. Un de mes élèves est actuellement colonel, colonel dans l'armée d'un pays africain quelque part. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Donc je dis, j'ai atteint mon objectif via les sciences. Si j'avais cru en cet homme, si j'avais cru en ce Français, certainement j'aurais dit après le bac, il faut que j'aille faire le droit comme certains collègues l'ont fait, que j'aille faire la littérature. Bon, eux aussi ils ont atteint d'une façon ou d'une autre leurs objectifs. Mais je suis sûr avec un fond de regret. Vous voyez, la nécessité de garder son identité. Parce que c'est ce qui m'accroche l'esprit. Parce que le plus j'ai évolué dans ma compréhension des sciences, j'ai vu à quel point les scientifiques peuvent être limités dans leur habilité à manifester leurs grandes idées, tu vois. Par contre, pas beaucoup de littéraires. Certains littéraires n'ont quasiment aucune imagination particulière, mais ils ont cette habilité-là à forcer les choses en leur faveur. Ce n'est pas l'habilité, tu vois. Les littéraires en général, je ne m'adresse pas, bon, que personne ne se sente vexé. Fâchez-vous. Ceux qui se sont arrêtés au baccalauréat, qui n'ont pas fait l'université. Bon, mais le littéraire en général, on parle de Poséda Senghor, son éloquence. L'éloquence des littéraires. On parle de qui, par exemple, de Kizerbo. On parle de le Nigérien, là, Ole Soyinka, tout ça là. Et on parle des avocats. Leur éloquence fait que quand ils tiennent des discours, quand ils font comment ça s'appelle ça, quand ils tiennent des conférences, la parole est tellement facile qu'ils arrivent à convaincre. Alors que le scientifique est souvent un homme replié sur lui-même. Un questionnement perpétuel. Est-ce que. Alors que le littéraire se dit, il a déjà acquis la capacité de convaincre par sa façon de parler, par son éloquence. Et peu de scientifiques ont cette éloquence-là. Exactement. C'est pourquoi bon, les littéraires semblent beaucoup plus impacter le monde que nous. Voilà. Alors que le scientifique, il faut faire une invention majeure. Une invention majeure pour qu'on retienne ton nom. Combien de pros de maths ne sont pas morts dans l'anonymat? Et c'est dans l'anonymat, moi, à mon âge actuel, j'ai normalement 65 ans aujourd'hui. Hein. Mais moi, je dis, je refuse. J'ai encore des objectifs à atteindre, je vais les atteindre. Par quel moyen? Ce n'est pas complet dans ma tête, mais je sais que j'ai encore de grands combats à mener, de grandes victoires à remporter. C'est ça. C'est parce que c'est vraiment l'habilité de convaincre. Parce que je suppose le scientifique est obligé d'être reculé par principe, n'est-ce pas? Oui. Par principe, parce que ça nécessite énormément d'introspection, beaucoup de... Bon, les yeux du scientifique sont dans sa tête. Dans sa tête, oui. N'est-ce pas? On a été un peu introverti, c'est nécessaire hein, pour le scientifique, parce que s'isoler quelque part, faire des recherches, comme celui-là qui a créé depuis sa douche, Erika. Voilà, et sauter parce qu'il a trouvé quelque chose. Ça veut dire que quand il était de prendre son bain, il sentait l'eau sur son corps, c'est vrai, mais tout en passant à autre chose, n'est-ce pas? Alors que le littéraire bon, attendra à sortir du bain et puis bon, à venir réciter son poème devant les gens pour se faire applaudir. Le scientifique, on l'applaudit que lorsqu'il y a le résultat. Oui. Même le littéraire, quand il écrit ses poèmes, quand il le lit devant des gens, même s'il n'est pas abouti, on l'applaudit. Hein? Alors qu'un scientifique, quand tu fais des recherches, il est beau simplement. Quand tu commences à parler devant les autres, on ne peut pas savoir qui tu es. Mais la preuve est Galilée, n'est-ce pas? Quand bon, il a dit la Terre tourne, bon, ça lui a valu tous les déboires qu'il a connus. Bon, il a dit ça tourne quand même. Aujourd'hui, tout le monde sait que la Terre tourne. N'est-ce pas? C'est ça. Mais en fait, je suppose c'est bon. Je suppose c'est la quête de la gloire comme tout homme. Comment est-ce que le scientifique fait pour convaincre alors? Le scientifique ne convainc pas. Le ne convainc pas. Le scientifique impacte. Voilà. Le scientifique, l'objectif scientifique n'est pas de convaincre, hein, mais c'est d'impacter. C'est quoi? Je parle là, je ne sais pas si c'est scientifique, hein, les frères, comment ça s'appelle? Ceux qui ont inventé l'avion. L'avion, Wright. Voilà. Celui-là, par exemple, ou bien non, Benjamin Franklin, non, c'est ça. Voilà, ou bien Edison. Bon, le jour où des gens ont vu que
On n'a pas besoin forcément de deux pierres frottent l'une contre l'autre. Tu veux dire, monsieur d'allumette, il suffit d'appuyer sur un bouton puis qu'on a lumière. On va dire qu'il a impacté le monde. Mais au moins, ces recettes-là, on devait le prendre comme un fou. Voilà. A few moments later. Ça ne donnera pas une variété améliorée des produits. Hein. Il faut des scientifiques derrière. Voilà. J'ai suivi une émission en Israël. Les tomates, beaucoup nous consomment maintenant. Qu'on peut garder 3, 4, 5, même une seule, ça ne pourrit pas. Il a fallu que les gens fassent des recherches pointues, très pointues là-dessus. Mais au moment où celui-là prenait les fleurs, les mélangeait avec d'autres choses, voilà. Celui qui le voyait, la première fois, disait que celui-là, c'est un fou peut-être. Mais aujourd'hui, on leur donne raison. Les choses sont là. Voilà. C'est ça la vie du scientifique. Quelque part, tu dois être prêt à ne jamais connaître la gloire. Oui, le scientifique doit être prêt dans sa tête à ne jamais connaître la gloire, mais avec qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu l'aboutissement de ses idées. Et c'est cette idée-là, c'est ça qui fait avancer les grands scientifiques, les grands chercheurs. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu le résultat de mes travaux. Si tu es animé par le fait que tôt ou tard, tu ne verras pas, les résultats de tes recherches, alors bon, tu peux te décourager et laisser tout laisser tomber. Tout laisser tomber. On dit quoi? On doit rêver très grand. C'est un écrivain américain qui l'a dit. On doit rêver très grand, très très grand, à tel point que en réalisant ses rêves, on ne perd pas l'objectif final de vue. Voilà, très grand. Et cette grandeur de rêve-là, c'est propre aux scientifiques. Hein. Je ne dis pas que les littéraires ne rêvent pas, mais le scientifique c'est ça. Il rêve très grand. Est-ce que c'est pas se rapprocher? Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué et qu'on me corrige si je me trompe. Mais quelque part, la science, et surtout quand la science est vraiment avancée, ça se rapproche particulièrement de la foi. Ouais, bon, la science avant tout, c'est la foi. Hein. C'est la foi. Regarde, par exemple, jusqu'à l'invention des machines, récemment des ordinateurs, il était impossible, à partir du degré 3 et 4 déjà, de résoudre l'équation x puissance n plus y puissance n égale à z puissance n. Pour n égale à 1, c'est facile. On peut trouver x et y, et z. Pour n égale à 2, c'est relativement facile. Pour 3, c'est facile. À partir de 4, c'est compliqué. Un ferment, le scientifique français l'a tenté, mais bon, il a fallu l'avènement des ordinateurs dans les années 80. C'était donc des tests impossibles. Ce qui était, je pense que mon prof de mathématiques en 3e année perd son âme. Je sais qu'il avait 80 ans déjà, dans les années 1985. Son grand-père fait partie de ceux qui ont fait avancer les mathématiques. Il s'appelle Klein, d'origine juive. Et il nous disait ça, qu'il y a des équations impossibles, n'est-ce pas? Mais à ce moment, le mathématicien se dit, je crois que la solution existe. Et on peut baser des théories autour de cette solution-là. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Les recherches scientifiques poussées et la foi se rejoignent. Parce que, sachant que Dieu est illimité, n'est-ce pas? Et donc l'homme doit l'être aussi. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Bon, le Pentecôte que je suis, je lis dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre verset 17, que nous sommes des héritiers de Dieu. Ça veut dire que nous avons une part de Dieu en nous et des co-héritiers de Christ. C'est-à-dire je partais avec Christ, toute sa gloire sur le plan spirituel, tout son savoir-faire. Et ces savoir-faire sont illimités, n'est-ce pas? Et c'est ça, je pense que longtemps, les scientifiques, à ce moment, lisent. N'oublions pas qu'il n'y a pas très longtemps que la Bible, sa lecture était démocratisée. C'était de réserver à un groupe d'initiés et de prêtres, n'est-ce pas, à ce moment-là. Et ces gens-là lisaient ces versets et se disent donc il y a une part de Dieu en eux, ils peuvent aller aussi loin que possible. Voilà. Bon, aujourd'hui, des gens, tout le monde tourne dos la Bible pratiquement, mais moi je dis c'est ça, c'est la base. Hein. C'est la base. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de grands poètes maintenant, à notre époque? Quand on parle de Voltaire, quand on parle de Victor Hugo, tout ça, si tu lis à fond le poème, ça a pour base le cantique des cantiques et les psaumes. Hein. Ah oui, il n'y a pas de meilleur poème que les psaumes. Mais à ce moment-là, s'ils étaient des initiés, c'est eux qui avaient accès à ces trucs-là. C'était des plagiats, donc déclarés. Voilà. Donc tu vois, Dieu à la base de tout. C'est pourquoi quand moi je suis devant les élèves, je ne transmets pas seulement les mathématiques.
mais je transmets une part de moi-même. Je transmets une part de moi-même. Et quand tu rencontres des fois, comme cette année, certaines scolaires, des groupes d'élèves qui fusionnent avec toi, ça donne des choses formidables. Et dans les 2 classes de scientifiques tenues, bon, il y a eu des 18, des 17, des très bonnes notes en mathématiques au bac cette année. Et par la grâce de Dieu, dans les 2 classes que j'ai tenues, dans 2 lycées, de programmes français différents, il n'y a pas eu d'échec. Hein. Nice. Il n'y a pas eu d'échec. Et pourquoi? Je me dis, bon, est-ce que c'est moi qui suis très bon? Non, parce que je crois aux élèves. Ma foi chrétienne m'oblige à croire aux élèves. Et je ne t'ai jamais un élève de bête. Hein. Jamais. Parce que je sais que Dieu a en lui un dépôt, peut-être caché, mais que j'ai l'obligation de faire voir, de faire réaliser l'élève devant moi. Et puis du coup, si, par la grâce de Dieu, l'étincelle jaillit, ça donne la lumière après. C'est ça. À ton avis, à un niveau plus élevé que juste l'enseignement de tous les jours, qu'est-ce que tu considères être la fonction la plus importante d'un prof ou d'un enseignant, ou bien de n'importe quel type de guide dans la vie? Qu'est-ce qui est le plus fondamental? Pas seulement enseignant, mais de tirer n'importe quelle fonction. Je parle de leadership, de leader, c'est de réussir à créer dans ceux qui t'écoutent ton image, toi. Ton image. C'est-à-dire que les élèves disent, je veux être comme cet homme qui est devant moi. J'ai une de mes filles, il y a 2 filles, l'aînée et celle qui vient de commencer à travailler à peine. Elle a été impactée par une jeune dame, on était alors au Gabon, qui était venue faire un exposé sur les finances et le business en général. Bon. Quand elle est revenue, je pense elle a eu le bac à quelle année, je ne sais pas trop. Bon, je ne crois pas vieillir. Hein. Quand elle est revenue, elle a dit, papa, la dame là m'a impacté, je vais faire les finances. J'ai fait les finances. Je dis, bon, d'accord. Dans ma tête, elle faisait le bac B, elle fait autre chose. Hein. Mais bon, ça l'a tellement impacté qu'elle a essayé de faire comme cette dame-là. Et elle a essayé de faire comme cette dame. Et elle est arrivée jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bon, aujourd'hui, bon, elle a atteint, je ne dis pas, elle a atteint un niveau médium, mais un niveau intermédiaire qui lui permet de subvenir à ses besoins. Largement d'ailleurs. Largement d'ailleurs, quand je l'ai vu la dernière fois en train de travailler dans un domaine très pointu, bon, je reste vague là-dessus, très pointu, je me dis, gloire à Dieu. Voilà quelqu'un, voilà une jeune dame qui a impacté une petite fille de 17 ans devant elle et qui a suivi ses traces et qui a atteint son objectif grâce à cette dame-là. Et les leaders en général et les enseignants en particulier se doivent de transmettre une part d'eux-mêmes, de façon consciente ou inconsciente, aux élèves, à l'auditoire qui est devant eux. Si tu n'avais pas fait ça, tu tous les enseignants. Si pendant toute une année scolaire, tu ne réussis pas à transmettre une part de toi-même aux élèves qui sont devant toi, bon, tu n'es qu'un fonctionnaire qui est payé pour écrire au tableau. Hein. C'est tout. C'est tout. Les fonctionnaires payés pour écrire au tableau. Et puis, des fois même, il faut te mettre en train de crier sur les enfants. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit aux élèves, il n'y a aucun pays au monde où on parle du ministère de l'enseignement national. Non. On parle du ministère de l'éducation nationale. Et éduquer, c'est transmettre des valeurs. Et la meilleure valeur possible qu'on puisse transmettre à un enfant, qu'on puisse accepter, c'est ton image à toi. Ton image. Bon, c'est pas paraître bien habillé, être éloquent, non, mais ce dont tu es convaincu, ce que tu sais, ce que tu maîtrises, tu le transmets. Pour que l'enfant, même quand il te quitte, reste marqué à vie par ta personnalité. C'est ça être enseignant. C'est ça être leader. C'est ça être... Voilà, c'est ça être leader, c'est tout. On devrait demander un peu plus de la part de nos profs, du moins dans leur caractère. Dans leur caractère, c'est-à-dire le bon élève, selon moi, bon, j'ai rencontré quelques rares. Cette année, je dis gloire à Dieu, il y a beaucoup que j'ai rencontré cette année. Bon, mon passage aussi dans une école militaire où j'ai enseigné, font que les enfants, on avait accordé, surtout en milieu militaire, la capacité aux élèves d'être très très proches de nous. Il y a le tutorat. Il y avait le tutorat en son temps qui a été supprimé. Où tu prends des enfants, tu n'es pas seulement un enseignant, tu es le tuteur des élèves. Le tuteur des élèves. C'est-à-dire, les enfants peuvent te poser des questions dans n'importe quel domaine.
des fois extrascolaires. Hein. Voilà. Les enfants peuvent se confier à toi. Voilà. Nous sommes plus que le papa. Parce qu'en milieu scolaire, pendant la journée, tu as l'enfant, les enfants sont permanents devant l'enseignant. Quand il rentre à la maison, il étudie ses leçons, il est fatigué, il dort. Ça veut dire pendant 9 mois sur 12, l'enfant est sous le contrôle des enseignants. Donc il nous appartient de transmettre, de compléter, voilà, pratiquement ce que les parents ont réussi à faire. Voilà. Et si c'était mieux, de bonifier, voilà, le caractère qui est dans les enfants pour les pousser à atteindre leurs objectifs, c'est ça. Actuellement, ce que tu viens de me dire là me fait penser à un problème qu'ils ont ici. Il y a un problème ici, aux États-Unis, oui, où les gens sont en train de questionner est-ce que certaines choses n'appartiennent que du domaine des parents, n'est-ce pas, dans l'éducation d'un enfant. Et ici, ils sont en train de dire non, les écoles devraient être, les profs devraient avoir l'habilité d'enseigner certaines choses aux enfants, telles que par exemple l'éducation sexuelle ou bien certaines formes d'éthique, par exemple. Et ils poussent vraiment sur le côté de la sexualité. Et moi, naturellement, je dis à certaines valeurs qui me sont propres et propres à la longévité de ma famille, qui reviennent aux pères, ou pas aux pères, mais aux parents d'enseigner à leurs enfants. Mais est-ce que un prof, pas un prof, mais un enseignant, devrait avoir genre, par mandat gouvernemental, l'opportunité d'affecter la vie d'un enfant de cette manière? C'est là où, dès que ça devient une loi, une règle, c'est faussé. Ok. Voilà, c'est faussé. C'est-à-dire, par exemple, entre mes élèves et moi, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou du tout. Mais, quand l'enfant manifeste le désir, pose la question, je réponds. Mais je n'en fais pas une leçon. Hein. Je ne vais jamais faire une leçon sur la sexualité. Non. Cette année, par exemple, j'avais eu à rencontrer une élève formidable, une élève qui a eu son bac. Gloire à Dieu, elle est déjà partie pour continuer ses études supérieures. Et je l'ai vue très très jeune. Je lui ai dit, bon, mademoiselle, ta façon de s'habiller, tes relations, ça peut porter préjudice à ton avenir. Elle s'est fâchée. Mais je me suis rapproché de la mademoiselle, je l'ai pris à part, tu vois, en te parlant comme cela. Voici. Il y a un adage en Afrique qui dit, si la gazelle a pu vivre longtemps dans la forêt, malgré la présence des fauves, c'est que il sait où poser les pieds. L'expérience lui a appris où poser les pieds. J'ai dit, bon, si je te parle, c'est parce que après pratiquement une quarantaine d'années d'expérience, je sais ce que sont devenus des gens qui ont démarré comme tu démarres ta vie là. Et puis elle a accepté. Après le baccalauréat, elle m'a remercié. C'est ça. Mais quand on a fait une règle, non, c'est ça. Quand c'est formaté, c'est pas bon. Non. Des fois, on va au-delà des règles et puis bon, ça dégénère. Ça dégénère. C'est-à-dire l'amour qu'on a devant pour celui qui est devant toi. C'est ça surtout. C'est ça. C'est ça qui a tout poussé à dire attention, fais ceci, ne fais pas cela. Mais pas de façon réglementée. Non. La vie elle-même n'est pas réglementée. Hein. C'est la société qui est réglementée, mais la vie de l'homme n'est pas réglementée. Elle est spontanée. C'est ça, tu vois. Tu as raison. Ça, quand même, je suis d'accord. Et voici une autre question qui me turlupine. Parce que je ne vois ça que de ma perspective. Quand les jeunes, par exemple, viennent vers toi ou bien les gens de ta génération et qu'ils donnent cette impression que là, oh non, le vieux, toi, tu ne connais pas, c'est parce que tu es vieux, nous, c'est une nouvelle époque où nous, on comprend plus. Quelle est votre manière de raisonner une fois que les jeunes là sortent de la salle? Non, pas spontanément, il faut des réponses. Avec l'adage africaine, je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les pays africains. Parce que les gens disent l'Afrique, mais c'est une grande diversité. Hein. Avec l'adage ouest-africaine en général, et togolaise en particulier, et peuple Wachi en particulier, on dit de la marmite noire est sorti le foufou blanc, n'est-ce pas? Voilà. Mais quand on achète une marmite nouvellement, quand on la pose au feu, elle n'est pas noire du coup. Hein. C'est-à-dire, c'est à force d'aller au feu, on prépare, ça devient noir. Ça veut dire l'expérience, rien ne vaut l'expérience. L'expérience, et il n'y a pas, chaque génération a ses réalités. Mais je pense l'avoir dit au début de notre conversation, l'arbre ne s'élève qu'en affossant ses racines de la terre nourricière. Et cette terre nourricière, dans les familles, c'est les parents. C'est les parents que nous sommes.
c'est le papa que je suis, c'est le papa que tu seras. Il faut que les enfants trouvent cette racine-là. Il n'y a pas d'époque démodée, hein, à vrai dire. Chaque époque a ses réalités. C'est comme des briques. La civilisation, à vrai dire, c'est une maison qu'on monte. Si je dis par exemple devant cette maison qui est là, les briques qui sont en bas sont trop vieilles, je vais les enlever totalement. Si je ne sais pas faire, la maison va s'écrouler. Il faut que les briques neuves que j'apporte, il faut que, par exemple, acceptent de se poser sur les anciennes. Il y a certaines choses qu'on peut enlever en haut. Hein. C'est-à-dire les fenêtres, là on peut les enlever, les changer. Je suis sûr que il n'y avait pas encore, quand on posait les baies vitrées de ces années-là, des années 70-80. Maintenant qu'il y a les baies vitrées, on les met. Mais si on commence pas à enlever les briques, la chose va s'écouler. Hein. Il y a un inspecteur, bon, dans mon caractère un peu fougueux, qui me disait, il m'a menacé de me radier de la fonction publique où je travaillais, parce qu'on nous a mis dans une condition très très inconfortable. Bon, il dit bon, que l'enseignement, que l'éducation, le ministère de l'Éducation est une pyramide et que le sommet exerce sa pression sur la base. J'ai dit, bon monsieur, vous connaissez bien l'histoire égyptienne. Les collègues, on était plus d'une cinquantaine. Personne ne voulait parler parce que c'est l'inspecteur qui me tremblait. J'ai levé la main. J'étais plus jeune, un peu plus fougueux que ça. J'ai dit, bon, ouais, monsieur l'inspecteur, vous savez, vous connaissez l'histoire égyptienne? Il n'a pas répondu. Il dit, bon, je vais la rencontrer un peu pour vous. Moi, je sais qu'en Égypte, que je n'ai pas encore visité, mais je sais qu'il y a des pyramides, le sommet a sauté depuis. Mais la base est toujours là. La base est toujours là. Il s'est fâché. Bon, je vais écrire contre vous, on radie la fois. Monsieur, bon, il faut le faire. Hein. J'ai encore mes capacités intellectuelles intactes et que je peux faire valoir ailleurs. Les collègues m'ont dit, bon, après les collègues m'ont appelé pour me dire, non, il faut aller le voir. Il faut s'excuser. J'ai dit, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je lui ai dit la vérité. Il était obligé cette nuit-là de se couper en quatre, comme ça se dit, pour chercher où nous loger. Pour nous loger, ça dit que, bon, tu sais, qu'on soit au sommet ou à la base, qu'on soit jeune ou vieux, on doit tirer expérience les uns des autres. J'ai besoin, par exemple, parce que tu fais là, je ne sais pas le faire. Voilà. Arriver, par exemple, quand je vais retourner au Gabon, je vais tenter de le faire, n'est-ce pas? Je sais faire des choses que je ne sais pas faire. Si tu dis que je suis démodé et que, bon, qui peut te raconter des choses que tu as racontées tout à l'heure? Jamais. Parce que tu as accepté que malgré ma vieillesse, bon, je ne suis pas trop vieux, hein. Malgré. Il croit qu'il est encore jeune. Je suis relativement jeune. J'ai encore toute ma vigueur. Comme disait Caleb, quand il devait aller, il avait 84 à peu près. Hein, quand il devait aller conquérir, ça s'appelle comment? Hébron. À cette période-là, parce qu'on a partagé les terres, il n'a pas que sa part. Il a dit à Josué qu'il a encore la vigueur de ses 40 ans. Quand il donne la montagne là, il va aller le conquérir. Voilà. Il est parti là, conquérir la montagne. Voilà. Donc, pour te dire que traiter quelqu'un de vieux mais de jeune, qu'on ne peut pas tirer l'expérience de lui, c'est une erreur grave que nous commettons. Oui, ne serait-ce que du sourire d'un bébé dans un berceau, on peut sourire aussi. Hein. C'est une expérience également. Tu vois, la dernière fois, nous étions dans un centre commercial, il y avait un bébé bon, de 2 ou 3 ans porté sur un chariot qui nous faisait des gestes. On a souri tous. Mais si on dit, bon, quel est ce bébé-là, qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Bon, ce court moment-là nous a détendus. On a dit, oui, c'est ça. La vie, c'est ça. Il faut parfois prendre le temps de reconnaître ces beaux moments-là. Et... Voilà, c'est ça. Là, vu que... non, on ne le sait même pas. On est là. Bah, mon autre question, c'est à quel moment... Parce que je sais que tu as cette petite... du moins, quand j'étais petit, je voyais ces moments où les autres disaient « Clou. » À quel moment est-ce que tu es convaincu que désobéir l'autorité, ou du moins questionner l'autorité, et la route à prendre? Non, ça dit, je suis un rebelle avec de nature. Rebelle junior. De nature. Et bon, rébellion positive. Et voilà. Rébellion positive. C'est que, je l'ai dit devant une autorité, 2 ou 3 fois d'ailleurs en milieu militaire comme milieu civil, j'accepte l'autorité. Mais je refuse que celui qui est mon supérieur me le fasse savoir à tout moment qu'il est plus grand que moi. Je refuse cela. Parce que la Bible dit quoi?
toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire nous l'accepter. Yeah. Mais si de façon, de façon cynique, parce que tu es mon supérieur, je dois devenir ton marchepied, je refuse cela. Yeah. Et tu le fais savoir en face. Je refuse cela. J'ai dit à quelqu'un la dernière fois, c'était l'année scolaire passée, que moi je suis un rebelle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai intervenu dans une structure où, pour m'obliger à rester, on devait renégocier les contrats chaque année, n'est-ce pas? Bon, donc, il savait qu'il voulait diminuer nos salaires. Il savait que s'ils me le disent en début d'année, la première semaine, j'avais la capacité de rebondir ailleurs. Ils ont vu le contrat de tout le monde. C'est quand ça a démarré, je pense, 3 semaines plus tard, j'ai dit, bon, finalement, moi, vous n'avez pas appelé. J'ai dit, monsieur Clou, venez. Je suis parti au bureau. Bon, on veut diminuer votre salaire du tiers, hein, du tiers pratiquement, oui. Du tiers. J'ai dit, bon, ils m'ont tanné au papier. J'ai dit, bon, on avait discuté ça, c'est écrit. Et suite à notre discussion, j'ai dit, bon, la secrétaire qui m'a dit, bon, les supérieurs vous ont dit que nous avons discuté de ça. Il dit, moi, je ne sais pas, bon. Je lui ai dit, vous voulez que je démissionne? Je pense qu'on lui a dit, bon, je ne sais pas ce qu'on lui a dit, hein. Il a dit, bon, si vous voulez démissionner, moi, je dis, bon, donnez-moi un papier. J'ai écrit, paf, je démissionne, voici votre emploi du temps. Quand j'ai dit, monsieur Clou, c'est vrai, il dit, bon, si c'est madame, ce qui fait ma force, c'est que je ne retourne jamais à ce que j'ai vomi. Jamais. Je suis sorti. Calmement. Arrivé à la maison, bon, quand les fondateurs sont appelés, on m'a appelé monsieur Clou. Les enfants sont habitués à vous mettez le programme. On s'en fout. J'ai dit, bon, voyez, monsieur, je ne reviendrai pas. Toute l'année, bon, ils m'ont appelé pour demander mon expertise. Bon, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait volontiers, mais allez revenir, aller là-bas. Aller encore rencontrer ceux qui ont voulu me traîner pour que je me babais devant eux. Non. Pourquoi? C'est cette fierté que j'ai de moi-même. Cette fierté est née de ce que j'ai dit précédemment, que je suis héritier de Dieu, j'ai une part de Dieu en moi. Tout homme d'ailleurs, n'est pas seulement moi. Pas parce que je suis chrétien, non, tout homme. Nous sommes créés par quelqu'un. Et celui qui nous a créés a mis en nous une part de lui-même. Et donc, j'ai ça dans ma tête. Et donc, je refuse, comme on minimise partout. Ça, je refuse ça. Ça fait que j'ai très peu d'amis. C'est ceux qui ont en eux cette vision-là, c'est avec eux que je marche. Ça. Il y a un collègue à moi qui disait, ah, monsieur Clou, bon, nous sommes à l'étranger, bon, des gens disent que nous sommes bêtes, que nous sommes pauvres, acceptons. J'ai dit, bon, toi, va, accepte cette image-là. Voilà. Mais moi, je refuse. Exactement. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que je ne comprends pas pourquoi je vais avoir une image. Je comprends l'humilité selon Dieu, n'est-ce pas? Mais je ne comprends pas l'humilité au-delà de ça. Au-delà de ça? Je ne comprends pas ça. Parce que celui qui te colle une image, c'est à vrai dire, c'est quoi? À la limite, c'est diabolique. C'est que tu acceptes ton infériorité par rapport à la personne. Exactement. Dès que tu acceptes ça, le premier coup qui te pousse vers le bas, le second coup t'enforcera plus. Exactement. Jusqu'à ce que tu ne vas plus rien devant la personne. On va tester tes limites. Mais avant, Dieu a dit c'est la fin de l'affaire là. J'ai une dernière question avant que... On est dans la pluie, il faut subscribe. On est dans la pluie. Ma dernière question c'est, est-ce que tes principes t'ont fait perdre des opportunités que tu as regrettées? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Les principes, non. Pas beaucoup. Jusqu'ici, non, pratiquement pas. Peut-être que la prudence aussi, hein, parce que avant d'aller travailler à l'étranger, j'avais eu 2 contrats. Un au niveau de l'ONU, mais je devais être pendant 2 ans. Je me dis 2 ans après, qu'est-ce que je ferais du reste de ma vie? Alors bon, j'ai fait une autre option. Et c'est la bonne, mais le niveau que j'ai atteint actuellement me dit que certainement c'est la bonne. C'est celui-là, on va s'arrêter. Exactement, on ne va pas se mouiller plus que ça. Amis, au revoir. Salut, les petits Gabonais là, faut like, votre prof est là.